Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Quand j'ai commencé à traiter des questions d'énergie au monde, il y a quelques années, je me rappelle avoir été invité à un déjeuner organisé par les entreprises du secteur du gaz. Le menu était pas mal, mais le seul problème que j'avais, c'était mon voisin. Il arrêtait pas de m'expliquer que l'hydrogène c'était le truc qui allait tout changer dans la transition et que nous, les journalistes, on était nuls, on n'y comprenait rien et en plus on n'en parlait jamais. À vrai dire, j'ai pas vraiment osé avouer à ce moment-là que l'hydrogène, j'y comprenais pas grand-chose. Ensuite, de retour au bureau, c'est comme si ça avait libéré une sorte de magie noire. Je me suis mis à recevoir tous les jours dans ma boîte mail des communiqués pour vanter telle ou telle entreprise qui faisait des choses incroyables avec de l'hydrogène. J'ai fini par me renseigner et y comprendre quelque chose. Mais quand même, à force d'être envahi de ces communiqués glorieux sur l'hydrogène qui va tous nous sauver, j'ai fini par devenir hydrogéno-sceptique. Tout ça commençait à ressembler à une grosse opération de communication avec pas grand-chose derrière. Sauf que, quand on regarde les trajectoires de transition climatique, aussi bien au niveau français qu'au niveau mondial, on n'y arrive pas sans hydrogène. Ces dernières années, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon se sont mis à investir massivement en espérant que ça allait aider à décarboner et en même temps créer plein d'emplois. À quoi sert l'hydrogène et comment l'utilise-t-on aujourd'hui ? Est-ce qu'il va vraiment remplacer le pétrole dans les voitures et les avions ? Comment l'utiliser au bon endroit pour nous aider à réussir la transition ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Inès Bouassida est chercheuse à l'IDRI et spécialiste du gaz et de l'hydrogène dans la transition, et elle va nous aider à y voir plus clair dans cet épais nuage de gaz. Bonjour Inès Bouassida. Bonjour. Alors peut-être qu'on peut commencer par le début. Est-ce qu'on peut expliquer simplement ce qu'est l'hydrogène ? De quoi on parle en fait ? Alors c'est une petite molécule, H2, qui est utilisée aujourd'hui essentiellement dans l'industrie, dans les raffineries, dans l'industrie chimique, donc comme réactif chimique, mais qui peut techniquement être utilisée comme vecteur énergétique, donc on peut s'en servir comme énergie. Et donc c'est pour ça que ça nous intéresse pour la transition. Mais alors avant ça vient d'où l'hydrogène ? Alors l'hydrogène, on en a un petit peu partout, mais c'est pas extractible comme ça. On le fabrique en fait. Et donc on le fabrique à partir de gaz naturel. Donc en Europe, en France, c'est presque que du gaz naturel, mais ailleurs aussi, on peut le produire à partir de charbon. C'est-à-dire que la production d'hydrogène aujourd'hui, c'est une production qui émet des gaz à effet de serre et qui donc contribue au réchauffement climatique. Oui, tout à fait. La production d'hydrogène au niveau mondial, ça produit entre 2 et 3% de nos émissions. Donc c'est pas négligeable. Et en fait, c'est essentiellement fossile. Et alors, l'hydrogène qu'on a aujourd'hui, celui qui est produit majoritairement à partir de gaz fossiles, il sert à quoi ? L'hydrogène, aujourd'hui, il sert essentiellement à raffiner des produits pétroliers. Et puis aussi dans l'industrie chimique pour la fabrication d'ammoniac, de méthanol. L'ammoniac, par exemple, ça sert à faire des fertilisants azotés pour l'agriculture. Donc nos fertilisants aujourd'hui sont produits à partir d'hydrogène fossile. On comprend que ça, c'est une catastrophe d'un point de vue du climat, mais on peut aussi produire de l'hydrogène d'une manière qui a un impact qui soit beaucoup moins important. Alors, on a d'autres façons de produire l'hydrogène, à partir d'électricité notamment, par un processus qui s'appelle l'électrolyse. Et donc, avec un électrolyseur et de l'eau, on fabrique de l'hydrogène qui peut être propre si l'électricité utilisée est propre. C'est parce que moi, j'ai vu faire, par exemple, un site dans le sud de la France où il y a de l'électricité qui arrivait, alors en l'occurrence d'éoliennes et de barrages principalement, et puis avec un électrolyseur, et donc ça produisait de l'hydrogène. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène vert, la plupart du temps. Alors, l'hydrogène vert, le terme ne veut pas dire grand-chose. En général, on l'utilise pour décrire de l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité renouvelable. En France, on sait que si on met un électrolyseur sur le réseau, en moyenne, ce sera assez propre puisque l'électricité est essentiellement nucléaire et renouvelable. Enfin, essentiellement nucléaire d'ailleurs. Mais on entend quand même aussi dire que l'hydrogène, on peut l'extraire. C'est-à-dire, vous disiez, c'est pas extractible. Il y a des discussions en France, par exemple, sur des zones, notamment dans l'est de la France, dans lesquelles on dit on pourrait extraire de l'hydrogène comme on extrait du pétrole. Aujourd'hui, des gisements d'hydrogène qu'on extrait, il y en a pas, il y en a un dans le monde, au Mali. Et donc, si jamais on voulait faire ça, ça dépend énormément de combien d'hydrogène on trouve, comment est-ce qu'on fait pour le sortir, pour le transporter, combien ça coûte. Et ça, c'est des questions qui sont largement inconnues, en fait. Mais c'est-à-dire que si on voulait se mettre aujourd'hui à extraire de l'hydrogène, on pourrait pas en avoir de manière disponible comme ça avant peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Oui, tout à fait. Quand on commence l'exploration de gisements, en tout cas pour le fossile, ça
devient pas un gisement productif en un claquement de doigts. Et on peut imaginer que c'est pareil pour l'hydrogène, voire encore plus, parce que c'est des filières qu'on connaît pas du tout. Donc, il faut avoir un certain équipement, une certaine formation, etc. Et ça, c'est des choses qui sont pas faites aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... c'est encore dans le domaine de l'hypothétique. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est de l'hydrogène à partir d'électrolyse. Ça, c'est ce qu'on sait faire et du coup, c'est sur ça qu'on table pour l'horizon 15 ans, 20 ans, 30 ans. Juste une question quand même sur cet hydrogène produit à partir d'électricité. Moi, ce que j'avais compris, c'est que en fait, on a besoin de beaucoup d'électricité pour le produire, et puis ensuite, on réutilise cet hydrogène, et donc il y a une perte d'énergie qui est importante par rapport à utiliser directement du gaz. Bon, on le brûle, on utilise l'énergie tout de suite. Est-ce que ça, c'est un obstacle à l'utilisation de l'hydrogène ? Je dirais pas que c'est un obstacle, en fait, c'est juste que ça fonctionne vraiment différemment d'une énergie fossile. En fait, en énergétique, dès qu'on a un processus de conversion d'une énergie à une autre, on perd de l'énergie, c'est comme ça. Et donc, en fait, quand on a de l'électricité, on la convertit en hydrogène, on perd à peu près un tiers de l'énergie. Ça veut simplement dire que si on est sur des applications énergétiques, donc par exemple une voiture à hydrogène versus une voiture à électricité directe, souvent la version électricité sera plus efficace que la version hydrogène, puisqu'on a une étape de conversion en moins. Ça veut dire que l'hydrogène, il est intéressant en termes énergétiques seulement sur les segments, seulement sur les utilisations où on a vraiment besoin de stockage pendant longtemps ou alors de transporter quelque chose de pas lourd. Donc c'est là qu'il est vraiment intéressant par rapport à la batterie notamment. Moi, depuis que je couvre les questions d'énergie, j'entends beaucoup de choses sur la manière dont on va utiliser l'hydrogène. Et évidemment, il y a tout un débat autour de la mobilité, de comment on décarbone la mobilité, de comment on se débarrasse des véhicules à essence, des voitures thermiques. Et donc, avec cette idée qu'on pourrait avoir des voitures à hydrogène, d'ailleurs, il en existe quelques modèles, est-ce que ça semble une bonne direction à prendre par rapport aux véhicules électriques à batterie qu'on recharge, ou est-ce que c'est un peu une vue de l'esprit, une fausse piste ? Alors l'hydrogène, on peut s'en servir pour plein de choses. On peut s'en servir pour chauffer des casseroles, on peut s'en servir pour avoir des douches chaudes. Enfin, on peut s'en servir en théorie pour plein de choses. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de s'en servir pour tout. C'est comme tout. Et donc là où l'hydrogène va être intéressant, c'est là où les alternatives sont pas assez robustes, sont pas assez intéressantes. Et donc on a longtemps parlé de s'en servir dans le transport routier, donc comme alternative aux voitures thermiques classiques qui utilisent des produits pétroliers. Et c'est vrai qu'on peut avoir des véhicules avec des piles à combustible qui fonctionnent donc à hydrogène. Par contre, aujourd'hui, sur la majorité des véhicules passagers, des véhicules particuliers, donc la voiture de monsieur et madame tout le monde, on sait que la solution à batterie, elle est moins chère, elle est plus efficace, et en termes industriels, elle est déjà beaucoup plus développée. Donc, quelque part, elle a déjà gagné la bataille. Et donc, on sait que sur la voiture d'un peu tout le monde, la voiture particulière qu'on a aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup d'hydrogène. Ce sera que sur certains segments. Mais pourquoi ? C'est quoi l'avantage de la batterie par rapport à l'hydrogène ? Parce que quand on écoute les gens qui sont dans le secteur, ils disent « bah oui, mais l'hydrogène, regardez, c'est beaucoup plus simple. Finalement, ça serait comme de l'essence. Donc, on n'aurait pas besoin de tout refaire, d'avoir des bornes de recharge, de changer complètement notre manière de produire les véhicules, etc. » Donc, pourquoi, en fait, c'est moins bien les voitures à hydrogène que... Enfin, c'est moins bien ou c'est moins approprié que les véhicules électriques à batterie ? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que, en fait, si on a de l'électricité et qu'on l'utilise directement dans une voiture, versus si on a de l'électricité qu'on convertit en hydrogène, puis qu'on réutilise dans une voiture, en fait, la version avec seulement de l'électricité, ce sera plus efficace. Et donc, mécaniquement, en général, c'est moins cher. Et c'est le cas pour les voitures. Et puis ensuite, on a eu aussi un développement... on a encouragé le développement des voitures à batterie. Donc aujourd'hui, les batteries sont assez peu chères par rapport à leur coût avant. Et donc, c'est moins cher, ça va rester moins cher. Et en termes de recharge, on peut pas juste, dans une station essence, juste remplacer dans le réservoir l'essence par de l'hydrogène. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc, ça peut être possible, mais il faut qu'on refasse un réseau d'avitaillement pour la mobilité. Donc, c'est quelque chose qu'on considère pour certains segments de la mobilité, et notamment la mobilité lourde, donc les poids lourds. Aussi, on y réfléchit pour le transport maritime, le transport aérien. Mais pour la mobilité de tous les jours, la mobilité des particuliers, des citoyens lambda, on va dire, l'hydrogène n'a pas une très grande place. Alors justement, sur l'aérien, on en avait parlé dans ce podcast avec la chercheuse Isabelle Laplace, et elle disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, Airbus, Safran et d'autres réfléchissent à avoir de l'hydrogène dans les avions, mais elle mettait quand même plusieurs bémols en disant, il y a un temps de développement qui est assez long, et puis il y a la place que ça occupe aussi. En fait, pourquoi c'est pas si facile d'avoir de l'hydrogène dans les avions ? Quand on parle de transition écologique de la mobilité, je pense qu'il faut vraiment rappeler que
ce qui est central, c'est de repenser nos usages. Il ne s'agit pas simplement de changer de vecteur énergétique, d'aller vers quelque chose de vert. Enfin, c'est aussi important, mais il n'y a pas que ça. Et c'est particulièrement vrai pour le transport aérien, qui est quand même un transport qui est réservé à une certaine catégorie de la population des pays riches. Donc, c'est quand même assez particulier. Et quand on parle d'utiliser l'hydrogène dans le transport aérien et dans le transport maritime aussi d'ailleurs, on ne parle pas d'utiliser de l'hydrogène pur parce que, comme vous l'avez mentionné, l'hydrogène, c'est pas très lourd, mais ça prend beaucoup de place en fait. Et donc, si on veut mettre un réservoir à hydrogène dans un avion, ce sera tout simplement trop grand. Et d'ailleurs, de manière similaire, si on veut mettre une batterie dans un avion, ce sera beaucoup trop lourd, beaucoup trop grand, donc ça va pas marcher. Et donc, on parle d'utiliser des carburants synthétiques dérivés à partir d'hydrogène. Donc, on peut faire du kérosène synthétique à partir d'hydrogène, qui fonctionne comme du kérosène fossile qu'on utilise aujourd'hui pour les avions, mais il est fabriqué à partir d'hydrogène. Donc ça pose pas mal de questions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe de l'électricité à l'hydrogène, on perd 30% d'énergie. Si on repasse de l'hydrogène à du kérosène, on perd aussi à peu près 30% d'énergie. Donc ça veut dire qu'en termes énergétiques, c'est quelque chose d'assez cher qu'il faut utiliser de manière parcimonieuse. Enfin, c'est pas rédhibitoire, mais ça veut dire qu'il faut se poser la question de comment est-ce qu'on s'en sert. Et puis aussi pour faire du kérosène synthétique, donc un espèce d'hydrocarbure, à partir d'hydrogène H2, il faut qu'on ajoute du CO2. Et donc le CO2, il va falloir qu'il vienne de quelque part, pas de carburant fossile, sinon ça perd un peu l'intérêt. Il faut qu'il vienne soit de l'air, soit de biomasse, c'est-à-dire de plantes. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir des filières, on va dire, durables pour ça. Donc c'est très précoce en fait, la fabrication de carburant synthétique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc il y a une question de transition de la filière qui est assez importante. Enfin, on part de presque rien. Et donc ce seraient des carburants qui seraient disponibles plutôt après 2035, 2040. Donc, on n'est pas sur les 5 prochaines années. Et vous avez parlé un peu tout à l'heure du transport de marchandises, donc les camions, mais aussi les bateaux. Est-ce que là, c'est un peu le même type de réflexion que sur l'aérien, c'est-à-dire ce développement de carburants alternatifs avec de l'hydrogène qui pourrait être utilisé pour les produire? Et donc, c'est la même temporalité, ou est-ce qu'il peut y avoir des choses qui arrivent plus vite? Parce qu'on a aussi quand même entendu parler pas mal ces derniers temps des camions à hydrogène, notamment. Oui, alors c'est une question assez différente pour les camions et puis pour le transport maritime. En fait, pour les camions, on sait que la majeure partie des camions, donc 60% des camions en Europe, leur autonomie par jour, leur besoin d'autonomie, c'est 400 à 500 km par jour. Ça, c'est quelque chose, on sait mettre des batteries en fait. Par contre, la question se pose pour une minorité de camions qui ont des très grandes autonomies, qui ont besoin de faire des très longues distances d'une traite. Et donc là, on se pose la question de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'industrie de construction de camions, ils se sont pas vraiment lancés dans l'hydrogène. Donc ça pose un peu la question de, si on veut à horizon 2035-2040 avoir ce type de camion, comment est-ce qu'on fait industriellement pour se positionner là-dessus? Et aussi, à partir de quelles limites, à partir de quel endroit on trouve que c'est plus intéressant d'avoir de l'hydrogène plutôt qu'une batterie. Ça pose des questions sur l'utilisation de matière, ça pose des questions sur le poids de la batterie, ça pose aussi des questions sur comment est-ce qu'on transporte les marchandises sur une très longue distance. Est-ce qu'on veut des camions ou est-ce qu'on veut autre chose? Parce qu'il y a aussi une question dans la transition de la mobilité, il faut regarder tout ensemble, une question de qu'est-ce qu'on fait du fret ferroviaire, qu'est-ce qu'on fait aussi de nos échanges, comment est-ce qu'on consomme? Si on consomme de manière plus locale, on a besoin de moins de transport longue distance. Donc ça pose vraiment d'autres questions sur la mobilité. Je pense que sur la mobilité, vous le savez bien, mais c'est très difficile de prendre juste les camions, juste l'hydrogène, etc. D'accord, pour les camions, on comprend que c'est pas complètement gagné. Et est-ce que c'est la même chose pour le transport de marchandises sur des porte-containers, sur des très grands bateaux qui traversent la planète? Est-ce que là, ça peut être intéressant? On est sur la même situation que les avions, c'est-à-dire qu'avoir un réservoir à hydrogène pur, ça prend beaucoup trop de place. Et donc, on réfléchit à utiliser des carburants dérivés. Donc là, pas du kérosène, mais éventuellement du méthanol, qui n'est pas aujourd'hui utilisé comme carburant, mais qu'on synthétise dans l'industrie chimique. Là encore, il y a la question de d'où vient le CO2. Donc ça, c'est une question vraiment importante qu'on a du mal à informer aujourd'hui. Et puis, il y a la question aussi de qu'est-ce qu'on fait de notre transport maritime, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de transports très longue distance au niveau mondial. Est-ce que dans un effort de transition plus global, on relocalise une partie des échanges? Est-ce qu'on a une régionalisation du transport maritime? Ça, c'est une question vraiment importante. Et puis aujourd'hui, vous devez savoir que le secteur du maritime, tout comme le secteur de l'aérien, c'est des secteurs qui sont pas très avancés dans la décarbonation. Et donc, en fait, on les considère comme difficiles à décarboner. Et c'est des secteurs qui, a priori, quand les changements à mettre en œuvre vont prendre du temps et donc ils seront peut-être plus tardifs à se décarboner que les autres. Donc, on est sur une échelle de temps un peu plus longue.
Oui, mais c'est aussi pour ça que la question de l'hydrogène, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en fait, c'est des secteurs qui n'arrêtent pas de mettre en avant la question de l'hydrogène. Il y a encore quelques semaines, on a publié dans Le Monde une interview du patron d'Airbus et il remet en avant la question de l'hydrogène. Moi, chaque fois que je discute avec des gens, par exemple, du secteur du transport maritime, ils disent, mais si, vous allez voir, on va y arriver avec de l'hydrogène. Et ce qui, moi, des fois, me rend un peu sceptique, c'est-à-dire, je me dis, bon, est-ce que c'est pas aussi cette histoire d'hydrogène utilisée comme un paravent pour ne rien faire et dire, vous verrez bien, il y aura une solution technique plus tard. Oui, je pense qu'il y a la tentation est grande sur l'hydrogène. En fait, si vous êtes modélisateur, parce qu'on utilise énormément de modélisation pour parler de transition écologique, de transition énergétique, et ben en fait, vous avez envie de boucler votre modèle, c'est-à-dire vous avez envie que votre demande et votre approvisionnement, ça s'ajoute, que ça rentre bien. Et pour faire ça, l'hydrogène, c'est très très pratique. D'autant plus qu'on parle aussi d'utiliser de l'hydrogène qui serait pas fabriqué seulement en Europe, mais aussi ailleurs. Et du coup, si votre modèle il concerne que l'Europe, c'est encore plus facile quelque part parce que vous pouvez dire non, mais on aura des importations. Vous ne posez pas trop la question de comment c'est fabriqué. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de manière très précise. Et donc, ça vous permet de boucler, d'avoir de l'hydrogène, des produits dérivés de l'hydrogène. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'hydrogène, c'est fabriqué à partir d'électricité. Et à horizon 2030-2050, de l'électricité renouvelable et nucléaire, on n'en aura pas trop. C'est-à-dire que c'est quand même pas si facile que ça de décarboner déjà nos usages électriques directs. Donc, ça va être la lumière dans les bâtiments, le chauffage, d'électrifier le transport, etc. Donc déjà, ça, c'est pas une mince affaire. Mais en plus, il faut qu'on utilise de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène. Et donc, on sait bien que les usages hydrogène, ils sont à modérer, de toute façon, parce que ce sera pas si facile que ça d'en produire. Et puis, par ailleurs, si on regarde aujourd'hui la consommation du secteur aérien, la consommation du secteur maritime, si on veut tout passer un pour un à des produits dérivés de l'hydrogène, on se retrouve avec des quantités d'électricité faramineuses. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment très très important de repenser la mobilité en tant que service, c'est-à-dire de se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de transporter des choses, des gens, qui a le droit ou qui prend l'avion, pourquoi faire, et du coup, de quels besoins énergétiques on a. Mais c'est vrai que la question de la production d'électricité, elle est très importante parce qu'en fait, on voit bien que déjà, on a du mal à développer au niveau français, mais c'est le cas aussi au niveau mondial, à développer suffisamment vite des énergies renouvelables ou même du nucléaire pour se substituer aux énergies fossiles. On n'a jamais consommé autant de pétrole qu'en 2023, donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette trajectoire-là où on substitue le fossile par du renouvelable. Donc déjà, il faut qu'on arrive à développer beaucoup le renouvelable pour le chauffage, l'industrie, la voiture électrique, etc. Est-ce que c'est raisonnable de se dire on va en plus rajouter beaucoup d'hydrogène par-dessus ? D'abord, je voulais rajouter une note un peu plus positive. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'en 2023, on n'a jamais plus substitué de fossiles avec du renouvelable qu'avant. Donc voilà, pour aussi avoir une note un peu positive, ça ne veut pas dire que la transition est dans la bonne voie, mais ça veut dire qu'au moins il y a quelque chose de positif, il y a une forme de dynamique. Voilà. Et ensuite, sur les usages électriques, je suis tout à fait d'accord que c'est assez compliqué déjà de construire des capacités nucléaires supplémentaires, des capacités renouvelables supplémentaires. Après, on n'a pas le choix. Je veux dire, si on veut faire de la transition énergétique, il faut qu'on ait des capacités pour faire de l'électricité qu'on utilise directement et aussi de l'électricité qui nous sert à produire de l'hydrogène. Et donc, ça paraît possible. C'est-à-dire que quand on regarde les hypothèses des scénarios sur le développement de l'hydrogène, etc., c'est pas une mince affaire. On parle de créer une industrie à partir de presque rien. Mais c'est faisable. Et donc la question, ça va être quelles conditions ? Comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Et puis derrière, comment est-ce qu'on priorise aussi les capacités en électricité qu'on a ? Vers quoi est-ce qu'on les envoie ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on regrette pas, c'est des efforts de limitation de la consommation énergétique, que ce soit du côté de l'électricité ou du côté de l'hydrogène. Alors, on va arriver justement à quels usages peuvent être prioritaires sur l'hydrogène. Mais avant ça, moi, j'ai quand même une question sur... Il y a quand même une difficulté, vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure, sur l'hydrogène, sur le fait de le transporter comme on transporterait aujourd'hui du pétrole. Parce qu'il y a un bouquin qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait « L'hydrogène, le nouveau pétrole ». Et donc, ça donnait un peu l'idée que, comme on a des gros tankers de pétrole qui traversent la planète et qui... on pourrait avoir la même chose pour de l'hydrogène. Et puis, il y a des pays producteurs, des pays importateurs, etc. Techniquement... En fait, l'hydrogène, c'est pas si facile que ça à transporter. Oui, alors je vais peut-être décevoir, mais l'hydrogène ne sera pas le nouveau pétrole. Je peux vous le dire dès maintenant. L'hydrogène, c'est une molécule assez petite et donc c'est une molécule qui a tendance à avoir beaucoup de fuites. Et donc, on sait que sur beaucoup d'équipements, on ne peut pas juste utiliser de l'équipement qu'on utilise aujourd'hui pour le gaz naturel, pour le pétrole, et juste mettre de l'hydrogène dedans. En général, il faut les adapter pour justement pas avoir de fuite, sachant que l'hydrogène, c'est aussi explosif. Donc, il y a aussi des questions de sécurité derrière.
Donc ça, c'est un premier élément sur comment on transporte l'hydrogène. Aujourd'hui, on transporte très peu d'hydrogène, sur des distances assez courtes. Par exemple, on a des réseaux de tuyaux d'hydrogène dans le nord de la France, aussi sur la Belgique, sur des zones industrielles. Donc ça existe aussi aujourd'hui. Mais pour le transporter à plus longue distance, par exemple sur des bateaux, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait pas, donc c'est pas une évidence. A priori, on convertirait l'hydrogène en hydrogène liquéfié éventuellement, mais ça c'est quelque chose qui est très très peu développé aujourd'hui. Ou alors, on pourrait transformer l'hydrogène en ammoniac. Donc ça, c'est quelque chose qu'on transporte déjà aujourd'hui. C'est un produit qui nous sert dans l'industrie chimique. Mais du coup, ça veut dire qu'à la fin, c'est plus intéressant de l'utiliser directement en ammoniac. Donc ça peut pas nous servir à tous les usages hydrogène. Et puis, un autre élément, parce que vous parlez du système pétrolier aujourd'hui, le système hydrogène, a priori, il fonctionne extrêmement différemment du système d'échange de production d'énergie fossile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a assez peu de gisements de fossiles au niveau mondial. L'hydrogène, si vous voulez, vous pouvez le produire dans votre jardin. Ce sera pas très efficace, mais on peut le produire un peu n'importe où. Et donc, c'est un marché assez compétitif au niveau mondial, si on a un jour un marché international de l'hydrogène. Ça fonctionne pas comme le pétrole, où en fait on a certains pays qui ont une forme de monopole, avec certains pays qui sont du coup des marges assez grandes, donc on a des rentes pétrolières. A priori, sur l'hydrogène, c'est plus compliqué, parce que si on essaye de se faire des grandes marges en vendant de l'hydrogène, en fait on a le voisin qui peut en faire aussi moins cher. Donc c'est un marché assez compétitif, avec des marges plus faibles. Et donc l'Arabie Saoudite de l'hydrogène, j'y crois pas trop. Alors, si on essaye de dessiner un monde de 2040 ou de 2050 dans lequel il y a beaucoup plus d'hydrogène, on peut se poser la question de non seulement à quoi il sert, mais aussi qui l'utilise. Et vous en avez un peu parlé. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, par exemple, quand l'Allemagne a présenté son plan hydrogène, je me rappelle d'un chercheur allemand qui conseillait le gouvernement de l'époque, le gouvernement Merkel, et qui disait, voilà, nous, on a refait notre carte du monde. Alors, les Australiens, ils vont produire de l'hydrogène pour les Japonais, les Chiliens pour les Américains, et puis nous, les Européens, on achètera aux Marocains ou aux Algériens, parce qu'ils vont mettre beaucoup de panneaux solaires, ils auront beaucoup d'électricité renouvelable, ils vont produire de l'hydrogène et on va l'importer. Mais quand on vous écoute et que vous dites, en fait, c'est pas facile à transporter, ça peut être produit un peu n'importe où, et puis, en fait, il y a beaucoup de problèmes techniques, économiques à fonctionner comme ça. J'ai un peu du mal à imaginer ce modèle-là, mais peut-être je manque d'imagination. Je pense que c'est une idée qui est très séduisante, en fait. L'idée aussi, avec une vision d'optimisation économique, de dire, en Europe, on a relativement peu de ressources renouvelables par rapport à d'autres zones du monde, avec des besoins assez hauts. Donc, ce serait moins cher de le produire ailleurs, de le transporter, comme on fait aujourd'hui avec des énergies fossiles. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ? Je veux dire, c'est une question légitime. Ça pose des questions techniques d'abord. Donc, comment est-ce qu'on transporte l'hydrogène ? Vous avez parlé du Maroc, de l'Algérie. C'est aujourd'hui des pays qui sont connectés à l'Europe par des pipelines de gaz naturel. Donc, on pourrait convertir ces pipelines en pipeline d'hydrogène. C'est à assez courte distance, donc ça se fait de transporter de l'hydrogène pur par pipeline. Donc on a pas mal d'analyses qui nous montrent que économiquement, ça serait intéressant. Donc on aurait un espace économique pour ce type de solution. Sachant qu'on a certains pays en Europe pour qui c'est très séduisant, aussi parce que, et on va parler de l'Allemagne, mais pas que, l'Allemagne, c'est un pays qui a des ressources en renouvelables assez limitées et des besoins énergétiques très hauts, avec un secteur de l'industrie extrêmement développé. Et donc, pour l'Allemagne, d'avoir accès à de l'hydrogène en quantité suffisante et à un prix suffisamment bas, c'est un enjeu de compétitivité pour son industrie. Donc, c'est vraiment très important. Et donc, c'est pour ça que certains acteurs ont beaucoup investi cette question. C'est moins le cas en France, mais il n'y a pas que l'Allemagne au niveau européen. Enfin, les Pays-Bas, la Belgique en parlent aussi. Aujourd'hui, les Pays-Bas et la Belgique, c'est deux plaques tournantes du commerce du gaz naturel en Europe, d'ailleurs. C'est pas un hasard. Et pour revenir à est-ce que c'est plausible d'importer de l'hydrogène de zones plus lointaines, ça pose aussi des questions de mise en œuvre et puis des questions politiques. C'est-à-dire que si on a du mal à construire des électrolyseurs en Europe pour faire de l'hydrogène renouvelable, qu'est-ce qui nous fait croire que ce sera plus facile d'aller les construire ailleurs ? Moi, c'est une question que je me pose toujours. Donc, à quelle échéance ? Et puis ensuite, il y a des questions aussi politiques de répartition des ressources. C'est-à-dire que si le Maroc est très riche en électricité renouvelable, tant mieux pour le Maroc, mais qu'est-ce qui le motiverait à aller utiliser ces ressources limitées et pour le vendre à l'Allemagne, en fait ? Sachant que, le Maroc, c'est un pays où l'accès à l'énergie est plutôt bon, mais on parle aussi parfois de pays, par exemple, l'Allemagne discute beaucoup avec la Namibie. La Namibie, c'est un pays où l'accès à l'électricité est très faible et où la Namibie ne produit presque
rien en électricité et importe toute son électricité presque d'Afrique du Sud. C'est l'électricité faite à partir de charbon. Donc voilà, pourquoi est-ce que les premiers panneaux solaires construits en Namibie serviraient à faire de l'hydrogène pour l'Allemagne? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis, quand on regarde, je reviens à la question d'Afrique du Nord, parce que c'est là la zone qui est la plus propice, on va dire, à nous exporter rapidement de l'hydrogène. Aujourd'hui, si vous regardez les pays qui sont reliés donc par pipeline, donc la zone de Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, on est à une production d'électricité environ à 150 TWh. C'est vraiment pas beaucoup. Pour vous donner une comparaison, l'objectif européen d'importation d'hydrogène à horizon 2030, c'est 300 TWh. Donc ça voudrait dire que ces pays-là décuplent leur capacité de production électrique et qu'ils la décarbonent complètement. À horizon 2030. Donc ça paraît très ambitieux. Je dis pas que ça se fera pas. Je pense qu'il faut simplement se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour y arriver, quelles sont les conditions, quel partenariat est-ce qu'on construit pour ces pays et aussi pour les pays européens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on chacun y trouve son compte, si vous voulez, et quelles règles on met sur la durabilité de cet hydrogène importé. Mais ça renvoie aussi à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir en fait à quoi va servir cet hydrogène et quelles seraient les priorités. Si on s'intéresse maintenant à la France, admettons qu'on se lance vraiment dans la production d'hydrogène décarboné, à quoi il devrait servir en priorité? Alors l'hydrogène, il doit servir en priorité dans 2 secteurs, l'industrie et la mobilité. Donc dans l'industrie, on a des usages existants qu'il faudrait décarboner, mais il faut se poser la question de, voilà, à long terme, combien de ces usages est-ce qu'on garde? C'est-à-dire que... Ça, c'est parce que vous avez parlé tout à l'heure du raffinage de produits pétroliers et de la chimie, notamment des engrais. Et c'est vrai que si on regarde les scénarios de transition, en fait, à moyen ou long terme, normalement, on n'a plus besoin de produits pétroliers et des engrais azotés. C'est pas terrible pour faire la transition agricole. Donc, si on remplace l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert dans ces secteurs-là, est-ce que ça sert quand même à quelque chose? Sur la question des raffineries, tout à fait. Enfin, si on veut sortir presque complètement des produits pétroliers, les raffineries vont baisser leur activité. Après, on utilise aussi des biocarburants et pour raffiner les biocarburants, il nous faut de l'hydrogène. Donc ça, c'est une activité qui se maintient. En France, aujourd'hui, on a un projet hydrogène dans la zone Fos-Marseille qui est d'utiliser de l'hydrogène renouvelable dans une bioraffinerie. Donc, ces projets-là existent. Et pour l'industrie chimique, donc c'est vrai qu'une grosse partie de l'ammoniac produit sert à faire des fertilisants. Et si on veut faire la transition agroécologique, il faut qu'on supprime les fertilisants synthétiques. Et donc, en fait, on se pose la question de, voilà, combien est-ce qu'on conserve de ces usages? Ça, c'est une question vraiment importante. Mais après, dans l'industrie, on a aussi des nouveaux usages, et notamment pour la fabrication d'acier. Donc, l'acier, aujourd'hui, il y a une partie de l'acier qui est recyclé, et puis il y a une partie de l'acier qu'on fabrique de nouveau, qui est du nouvel acier. Et aujourd'hui, on utilise essentiellement du charbon, et la question se pose d'utiliser un autre processus qui utilise de l'hydrogène. Donc ça, c'est pour l'industrie. Et puis, pour le transport, on parle de transport longue distance, donc on a parlé tout à l'heure du transport aérien, du transport maritime, pour lesquels on n'a pas vraiment d'alternative très crédible à l'hydrogène ou dérivé d'hydrogène. En fait, la logique, c'est de dire il faut utiliser l'hydrogène là où on n'a pas d'autre choix. C'est ça, en fait, c'est pas tellement d'utiliser l'hydrogène là où on n'a pas d'autre choix, mais en fait, c'est de regarder pour chaque usage quelles sont nos options et quelles sont les options les plus intéressantes. On voit que l'hydrogène, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de cher, et ça va rester, en fait. Et donc, il est intéressant que sur les usages où les alternatives, en général, les alternatives qu'on connaît, sont pas assez abondantes ou sont pas assez techniquement possibles. Mais par exemple, sur la question de l'industrie, je me rappelle, on en avait parlé ici lors d'un épisode sur l'industrie avec Anaïs Voigilis, et c'est vrai que, est-ce qu'il y a aujourd'hui des exemples d'usines qui utilisent de l'hydrogène pour produire de l'acier? Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce qu'on en est encore au stade de la recherche-développement? Alors, on est à un stade assez précoce, mais on a passé le stade recherche et développement. On a des usines prototypes qui fonctionnent. On en a une notamment en Suède qui s'appelle Hybrid, qui utilise de l'hydrogène pour fabriquer de l'acier et qui a vocation à passer à l'échelle commerciale, c'est-à-dire à produire de l'acier comme une usine normale fabriquée à partir d'hydrogène. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Il y a une question de financement qui est assez importante parce que du coup, on produit de l'acier qui est un peu plus cher, puisque l'hydrogène, c'est un peu plus cher que le charbon quand même. Et du coup, l'acier plus cher, il faut qu'il soit toujours compétitif. Et donc, il y a une question aussi de politique de soutien pour ce type de technologie, pour sécuriser des investissements d'industriels dans ce type de nouveaux processus. Mais en fait, cet acier, il sera toujours plus cher que de l'acier produit à partir de produits carbonés.
Pas nécessairement, en fait. On sait que des technologies hydrogène, en partie, le coût va baisser. Donc, en fait, le coût de l'hydrogène, il dépend de deux choses. Il dépend du coût de l'électrolyseur et du coût de l'électricité. Le coût des électrolyseurs, a priori, il va un petit peu baisser parce que on est en train de développer, de mettre à l'échelle cette technologie-là. On va gagner en rapidité, en efficacité sur la production et donc ça va devenir moins cher. Et puis l'électricité, il y a une vraie question de qu'est-ce qu'on fait de notre électricité peu chère, parce que l'hydrogène peu cher, ça vient d'électricité peu chère, c'est assez simple. L'électricité peu chère, c'est l'électricité renouvelable qui vient de zones très venteuses ou de zones très ensoleillées. Mais la question c'est, voilà, cette électricité-là, est-ce qu'on l'envoie vers l'acier ou est-ce qu'on l'envoie vers les ménages qui ont besoin d'avoir une facture pas très haute? Donc il y a un peu une question dans la transition, de qui a accès aux ressources en électricité peu chères. Et aussi le processus de fabrication d'acier à partir d'hydrogène, il est assez peu utilisé aujourd'hui. Donc, il y a aussi une histoire de gain technologique, de développement technologique. Et puis après, oui, il y a la question dans la transition, quel est le coût des objets, en fait, aussi, en final. Une voiture fabriquée à partir d'acier vert, donc d'acier fabriqué à partir d'hydrogène, elle n'est pas beaucoup plus chère qu'une voiture classique. Ça veut dire, est-ce qu'on a besoin d'un soutien financier? À quelle échéance? Alors, on sait que, vous l'avez dit, on n'est pas exactement sur la bonne trajectoire. Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui, dans toutes ces discussions-là, dans ces réflexions-là, vous donnent de l'espoir? Moi, j'ai été un petit peu touchée par le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui nous disait, donc en fin d'année dernière, que la cible des 1,5 degrés, c'était toujours dans l'angle de vue, quoi. C'était toujours possible. C'est de plus en plus compliqué, Mais ça me donne de l'espoir et aussi de voir les dynamiques à l'œuvre. Là, on les voit vraiment sur les dernières années et on le verra encore plus probablement sur les 2-3 prochaines années où on commence à parler de pic des énergies fossiles. Il y a des inversions aussi de dynamique où aujourd'hui, on a plus d'investissements dans les énergies propres que dans le fossile au niveau mondial. Donc voilà, ça, c'est pas suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Alors, je ne peux pas vous laisser repartir de studio sans vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Vous êtes spécialiste du gaz. Est-ce que vous êtes débarrassé de votre chaudière chez vous? Comment vous vous chauffez? Moi, j'ai toujours ma chaudière à gaz. Oui, malheureusement, je suis locataire, donc j'ai pas trop la main là-dessus, mais j'ai des grippins à la maison, donc c'est pas super. Est-ce que vous continuez à prendre l'avion? Je prends toujours l'avion, notamment parce que j'ai de la famille très loin, où c'est très difficile d'y aller autrement qu'en avion, donc voilà. Je prends l'avion, après j'essaye de pas me déplacer en voiture. Bon, j'habite à Paris, donc il y a une certaine facilité quand même de limiter ma consommation de produits animaux. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez à des gens quand ils vous disent « Ah ben voilà, moi, toi, tu travailles dans la question de la transition. Quel conseil tu peux me donner pour, si je veux, améliorer mon bilan carbone ou avoir une attitude constructive vis-à-vis des questions climatiques ?» Est-ce que vous leur répondez aux gens qui vous demandent ça? Alors, bizarrement, on m'a jamais demandé ça. Mais maintenant que j'y réfléchis, oui, je pense qu'il y a la question en fait de comment est-ce qu'on consomme de manière générale. Je veux dire, j'ai beau faire des efforts, j'ai la consommation de produits de ma classe sociale, de mon pays, donc voilà, je consomme énormément, je le sais. Et voilà, d'essayer de repenser ça, de penser comment on se déplace, qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie, dans la société. Voilà. Est-ce que sur ces questions-là, il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement quand on parle de transition, d'énergie? Voilà, est-ce qu'il y a soit une expression, un discours, une pratique où vous dites « Ah là là, ça vraiment, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, ça devrait être interdit ». On voit des gens qui essayent de dépolitiser la question de la transition. La transition, c'est pas seulement une question technico-économique. Il s'agit pas de trouver le meilleur scénario qu'il faudrait ensuite suivre à la lettre. Il s'agit de réfléchir à différentes formes d'organisation de la société, de consommation, de production. Et il y a des choix à faire, et il y a des choix à faire qui sont pas faciles. Il y a des arbitrages à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut que faire collectivement. Et c'est très compliqué, mais c'est certainement pas une voie à trouver et ensuite à l'appliquer à tous. Est-ce qu'il y a sur ces sujets-là un livre, un film, une bande dessinée, une œuvre de fiction qui vous a inspiré, que vous aimeriez bien partager? Ça fait un petit peu longtemps, mais quand j'ai commencé mes études sur la transition énergétique, j'avais été assez touchée par ce livre de Naomi Klein qui s'appelle « This Changes Everything ». Et j'ai oublié le nom en français, et qui nous parle en fait du changement climatique et du lien aussi avec nos modes de vie, nos modes d'organisation économique, et qui dit à la fin d'un chapitre l'histoire frappe à notre porte, est-ce que vous ouvrez la porte? Et moi, j'aimerais bien avoir ouvert la porte et essayer de poser les bonnes questions. Merci Inès Bouassida. Merci.
À vrai dire, je pensais plutôt bien connaître la question de l'hydrogène, mais j'ai appris plein de choses dans cette conversation avec Inès Boissida. La première brique qui me reste en tête, c'est cette idée qu'il faut utiliser l'hydrogène là où c'est vraiment utile. Ça a l'air évident, mais ça me fait penser à ce que m'expliquait un chercheur de l'Institut de l'économie pour le climat, Thomas Pellerin-Carlin, qui disait « L'hydrogène, c'est comme le champagne. On ne va pas en boire à tous les repas, on le garde pour les grandes occasions. » Donc non, on ne va pas remplacer le pétrole par l'hydrogène, ça serait trop coûteux, trop compliqué techniquement et ça prendrait trop longtemps. Par contre, l'hydrogène peut être vraiment utile dans certains usages précis. Si on arrive à produire massivement de l'acier sans charbon, on se retire une très grosse épine du pied parce que l'acier, c'est autour de 8% des émissions mondiales. Dans cette logique, on va plutôt utiliser l'hydrogène pour des usages industriels dans des grosses usines plutôt que dans des petites voitures. Et ça m'amène au deuxième point. C'est qu'il faut aussi se méfier collectivement des grandes annonces sur l'hydrogène, notamment dans les avions et les navires porte-containers. Ces deux secteurs, l'aérien et le maritime, c'est des secteurs qui ne font pas assez d'efforts de décarbonation. Et donc, il y a vraiment la crainte qu'ils utilisent l'argument de l'hydrogène pour gagner du temps. Et ça, je trouve que c'est assez dangereux. On sait déjà qu'on n'aura pas des milliers d'avions à hydrogène en 2040. Alors il vaudrait mieux éviter de nous raconter des salades pas très vertes, et travailler à des solutions plus rapides et plus concrètes. Tout ça m'amène à un troisième point qui est crucial, je crois. Comment on décide à quel endroit ça vaut le coup pour notre futur d'utiliser de l'hydrogène ? C'est à la fois une question d'organisation et une question démocratique. C'est typiquement un domaine dans lequel il faut une planification précise pour qu'on gaspille pas notre hydrogène qui est si coûteux à fabriquer pour faire n'importe quoi. Mais ça pose plein de questions auxquelles j'ai pas d'ailleurs la réponse. Qui doit décider quels sont les usages prioritaires ? Et puis d'ailleurs, cette question-là, elle se pose pas simplement en France, mais aussi au niveau global. Ça, c'est ce qu'explique bien Inès Boissida. Si la Namibie se met à produire plein d'électricité solaire, comment on accepte l'idée que ce soit d'abord pour produire de l'hydrogène envoyé pour l'industrie européenne plutôt que pour donner accès à l'électricité aux Namibiennes et aux Namibiens ? Ça ne me paraît pas une idée géniale et ça me fait penser à ce que disait un des premiers invités de Chaleur Humaine, l'ingénieur Philippe Biwix, qui parlait de techno-discernement pour qu'on garde la tête froide pour savoir quels sont les usages de la technologie qui sont les plus utiles et les plus justes. Sur cette question comme sur toutes les autres, je suis évidemment preneur de vos avis et de vos critiques, comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Avant d'oublier, le livre de Naomi Klein dont parle Inès Boissida à la fin de cet épisode s'appelle en français « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique ». Ça a été publié chez Actes Sud en 2016. Comme moi, je ne l'ai jamais lu, je vais le rajouter à ma pile. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez des conseils de lecture, ils sont toujours les bienvenus à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la saison 5 de Chaleur Humaine, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. J'en profite pour vous dire deux choses. D'abord que, vous le savez peut-être, Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur les enjeux de la transition climatique. Et puis aussi que Chaleur Humaine, c'est un livre que vous pouvez trouver dans votre librairie favorite. Il s'intitule « 18 réponses à la menace climatique » et c'est édité au Seuil. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode a éclairé votre connaissance de l'hydrogène ou si au contraire il suscite encore 1000 questions nouvelles. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et un bocal d'olives aux noix et aux za'atars à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous glisser une petite recette avec des courgettes, puisque la saison des fruits et des légumes géniaux commence bientôt. Au Liban, on appelle ça koussa merché, ça veut simplement dire courgettes farcies. Pour la farce, vous prenez 50 g de riz, du persil frais que vous hachez, clac, 2 tomates coupées en petits dés, tout petit dé, un petit oignon bien haché, de la menthe fraîche, bien hachée aussi, clac, pas beaucoup de menthe, juste un peu, du sel, du poivre, vous mélangez tout ça avec 3 cuillères d'huile d'olive, un citron, enfin le jus d'un citron, vous aviez compris, vous pouvez rajouter, si ça vous plaît, 1 ou 2 gousses d'ail pressées, ou 3 si comme moi vous aimez beaucoup l'ail. Et puis vous prenez une dizaine de petites courgettes, voire une douzaine, voire une quatorzaine, vous leur coupez la tête, vous évidez le contenu mais sans les casser. Il y a un ustensile de cuisine pour ça qui s'appelle un vide-courgette, mais ça marche aussi avec une cuillère un peu pointue. Ensuite, vous remplissez la courgette, mais pas trop, pas au-delà des 2 tiers, sinon ça explose.
Vous mettez tout ça dans une casserole où vous les mettez debout les unes à côté des autres, vous recouvrez d'eau et vous faites cuire une 30aine de minutes. Il faut que le riz soit bien cuit. Moi, je les mange chaudes avec du yaourt et ma maman, elle rajoute toujours une patate farcie ou deux en plus parce qu'on sait jamais, il faudrait pas quand même que quelqu'un ait encore faim. Merci encore de votre écoute valeureuse jusque-là. Bravo et encore bravo. À la semaine prochaine pour faire face ensemble à toutes nos questions sur le défi climatique. Merci, à bientôt.